Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Les statuts constitutionnels en question, potentialité et limites des réformes. Quelques REFLEXIONS sur le statut constitutionnel des DOMROM, après la révision du 28 millions de pesos argentins 2003. Emmanuel Josse. Le développement de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dépend notamment de la capacité de leurs habitants à se mobiliser autour d'un projet collectif. Afin de mener à bien l'élaboration, l'adoption et la réalisation de ce projet, il s'avère nécessaire de disposer des outils institutionnels adéquats. En 1946, il apparaissait que le régime de l'application de plein droit des textes nationaux, avec les adaptations nécessaires, et le classement dans la catégorie des collectivités départementales était susceptible de mettre fin aux discriminations coloniales et d'impulser une dynamique de progrès économique et social. Des améliorations sont intervenues dans les conditions de vie et des infrastructures modernes ont été mises en place. Routes, ports, aéroports, réseaux électriques, adduction d'eau, télécommunications. En revanche, l'égalité sociale a dû être arrachée par étapes, l'appareil productif s'est effondré, le chômage a atteint des taux particulièrement importants, la crise identitaire est devenue manifeste. Ces facteurs négatifs ont alimenté de façon récurrente un débat statutaire, cristallisé autour des options d'assimilation, de décentralisation, d'autonomie et d'indépendance. Sur le plan institutionnel, la création avec les régions d'un niveau d'administration locale supplémentaire et les transferts de compétences liés à la décentralisation du début des années 80 ont entraîné, en raison de la superposition des collectivités, un déficit de cohésion dans l'action publique. Compte tenu de l'existence de compétences concurrentes, du morcellement du pouvoir de décision et de l'insuffisance des transferts de compétences de droit commun pour faire face aux besoins spécifiques d'action locale, la nécessité de réforme se fit sentir. Les tentatives de rationalisation de l'organisation administrative des territoires classés dans les catégories départementales et régionales se sont heurtées aux interprétations restrictives du Conseil constitutionnel de la notion d'adaptation contenue dans l'ancien article 73 de la Constitution. À la fin des années 90, et notamment avec la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, M. Lionel Jospin, alors Premier ministre, décida d'entreprendre une démarche de réforme institutionnelle qui pouvait déboucher sur des statuts sur mesure des territoires de la République situés outre-mer afin de donner plus de responsabilité aux populations locales et à leurs élus dans le pilotage de leur société. Le changement de majorité en 2002 eut pour conséquence l'abandon de cette perspective. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 s'est inscrite pour les Outre-mer dans une démarche de statut à la carte. Les opportunités offertes sont certes plus variées que précédemment, mais la réforme de 2003 présente des inconvénients majeurs qui appellent des modifications propres à favoriser une meilleure trajectoire de développement pour les territoires concernés. 2. La VARIETE constitutionnelle des catégories et des statuts de l'outre-mer français. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 classe les territoires français situés outre-mer dans plusieurs catégories, avec des variantes statutaires à l'intérieur de certaines d'entre elles. Elle offre également, dans certains cas, la possibilité, selon des procédures prévues, de changer de catégorie ou simplement de statut tout en demeurant dans la même catégorie. 1. La classification constitutionnelle des territoires situés outre-mer. L'article 72A3 de la Constitution procède à la distribution des territoires situés outre-mer en 3 catégories de collectivités territoriales. La catégorie des collectivités régies par l'article 73, celle des collectivités régies par l'article 74 et la collectivité de Nouvelle-Calédonie régie par le titre 13, unique dans sa catégorie. Les terres australes et antarctiques françaises, qui ne sont pas des collectivités territoriales, disposent d'un statut administratif spécifique. Leur régime législatif et leur organisation particulière sont déterminés par une loi. La lecture des articles 73 et 74 permet d'envisager plusieurs statuts possibles à l'intérieur de ces 2 catégories. A. La catégorie de l'article 73. Dans la catégorie de l'article 73,
L'article 72A3 de la Constitution classe les départements et les régions d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Font partie aussi de cette catégorie les collectivités territoriales nouvelles susceptibles de se substituer à un département et à une région d'outre-mer en vertu de l'alinéa 7 de l'article 73. Au sein de la catégorie de l'article 73, il y a lieu d'identifier 4 variantes statutaires. Le statut type de département et de région d'outre-mer. Le statut de département et de région d'outre-mer propre à la Réunion. Le statut de département et de région d'outre-mer disposant d'une assemblée délibérante unique pour ces 2 collectivités et le statut de collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer. Le statut type de département et de région d'outre-mer se caractérise par les éléments suivants. Les lois et règlements y sont applicables de plein droit. Le Parlement et le gouvernement, chacun pour ce qui le concerne, peuvent procéder à des adaptations des règles applicables afin de tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique, et à leur demande, les collectivités départementales et régionales d'outre-mer peuvent être habilitées par la loi, sauf si sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté ou d'un droit constitutionnellement garanti, à procéder à des adaptations tenant à leurs caractéristiques et contraintes particulières dans les matières où s'exercent leurs compétences. Dans les mêmes conditions et réserves, mais aussi en exceptant une série de domaines énoncés à l'alinéa 4, par dérogation au principe de l'application de plein droit des règles nationales, les collectivités régies par l'article 73 peuvent être habilitées par la LOIA, fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, afin de tenir compte de leurs spécificités. Le département et la région de la Réunion se différencient des autres collectivités classées dans la catégorie de l'article 73 sur 2 points. Le premier est la consolidation constitutionnelle du classement du territoire de la Réunion dans le statut de collectivité départementale et de collectivité régionale d'outre-mer. Le second est la non-applicabilité à ces collectivités des dispositions relatives à l'habilitation possible d'adopter des règles pouvant relever du domaine de la loi. Le statut de département et de région d'outre-mer doté d'une assemblée délibérante unique se singularise par rapport au statut type, par son organisation administrative particulière. Le même groupe d'élus exerce tour à tour les compétences dévolues au Conseil général, assemblée délibérante de la collectivité départementale, et au Conseil régional, assemblée délibérante de la collectivité régionale. La question du mode d'élection de l'assemblée délibérante commune reste posée. Scrutin uninominal majoritaire à 2 tours comme pour les conseillers généraux ou scrutin proportionnel comme pour les conseillers régionaux, de même que la structure de l'exécutif. La collectivité territoriale nouvelle, que nous appellerons ci-après collectivité de substitution, n'est plus ni collectivité départementale ni collectivité régionale, mais elle a vocation à regrouper au sein d'une collectivité unique les pouvoirs et domaines de compétence des 2 collectivités qu'elle remplace. B. La catégorie de l'article 74. Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis-et-Futuna et la Polynésie française sont classées dans la catégorie des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Chacun de ces territoires, auxquels il faut désormais ajouter Saint-Barthélemy et Saint-Martin, dispose d'un statut qui lui est propre, défini par une loi organique, adoptée après avis de son assemblée délibérante. Cette loi organique propre à chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 fixe les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables. Ainsi certaines collectivités auront un régime à dominante de spécialité, d'autres à identité législative prépondérante. Cette loi organique fixe également dans certaines limites les compétences de la collectivité, ses règles d'organisation, le fonctionnement de ses institutions, le régime électoral de son assemblée délibérante et les conditions dans lesquelles elle est consultée sur les dispositions législatives ou réglementaires comportant des dispositions particulières, la concernant de même que sur les engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence. Au sein de cette catégorie, il convient d'identifier une sous-catégorie, celle de collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie.
Dans cette sous-catégorie de collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et dotées de l'autonomie, il y a d'ores et déjà la Polynésie française, et peut-être y aura-t-il aussi Saint-Barthélemy lorsque la loi organique relative à son statut sera adoptée par le Parlement. Les caractéristiques constitutionnelles de cette autonomie sont précisées par la seconde partie de l'article 74. Il s'agit de l'existence d'un contrôle spécifique du Conseil d'État sur certaines catégories d'actes de l'Assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi, du pouvoir de modifier les lois promulguées pour autant que le Conseil constitutionnel aura constaté la compétence de l'Assemblée délibérante dans ce domaine, de la possibilité pour la collectivité d'adopter des mesures particulières en faveur de sa population, en matière d'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice des une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier, lorsqu'elles sont justifiées par les nécessités locales, des modalités de participation de la collectivité aux compétences conservées par l'État, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques. C. La catégorie unique du titre 13. Il convient de noter d'emblée qu'il s'agit de dispositions transitoires qui renvoient à l'accord conclu à Nouméa le 5 mai 1998. Provisoire, car en 2014 les électeurs résidant sur le territoire depuis au moins 20 ans auront à se prononcer sur l'accession ou pas à la pleine souveraineté, autrement dit à l'indépendance. L'accord de Nouméa intervenu après une période de tension et de violence constitue le compromis ayant permis de rétablir la paix sociale. Le titre 13 est destiné à rendre son application compatible avec la Constitution. L'article 77 de la Constitution prévoit l'adoption d'une loi organique après avis de l'Assemblée délibérante de Nouvelle-Calédonie, précisant les compétences transférées de façon définitive, les règles d'organisation et de fonctionnement, les conditions de contrôle du Conseil constitutionnel sur certaines catégories d'actes de l'Assemblée, les règles relatives à la citoyenneté calédonienne, au régime électoral, à emploi, au statut civil coutumier, les conditions dans lesquelles les populations intéressées se prononceront sur l'accession à la pleine souveraineté. Une loi ordinaire précise les autres conditions d'application de l'accord de Nouméa. 2. Des procédures de changement subordonnées au consentement des électeurs de la collectivité concernée. Le texte de la Constitution révisée met l'accent sur la nécessité de recueillir le consentement des électeurs de la collectivité concernée dans un certain nombre de cas qui sont par le fait même rendus constitutionnellement possibles explicitement. Il s'agit d'une part de la possibilité de passer de la catégorie de l'article 73 à celle de l'article 74 et vice-versa, et d'autre part, pour les départements et les régions d'outre-mer, de la possibilité de modification de leur statut, à l'intérieur de la catégorie de l'article 73, en mettant en place une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ou de leur substituer une collectivité unique récupérant leurs compétences. La procédure de changement est précisée par l'article 72A4 second alinéa de la Constitution. Cet alinéa s'inspire en partie de la rédaction de l'article 11 de la Constitution relatif au référendum législatif. Le président de la République joue un rôle de premier plan, puisque c'est à lui qu'est attribué le pouvoir de décider de la tenue ou pas de la consultation des électeurs de la collectivité concernée. La proposition peut lui être faite soit par le gouvernement pendant la durée des sessions parlementaires, soit conjointement par l'Assemblée nationale et le Sénat. Une déclaration du gouvernement suivie d'un débat au sein de chacune de ces assemblées parlementaires est prévue lorsque c'est lui qui fait au président la proposition. Outre l'hypothèse d'un changement de catégorie ou de mise en place d'une assemblée délibérante commune au département et à la région, ou encore de la substitution à ces deux collectivités d'une collectivité unique, l'alinéa 2 de l'article 72A4 donne au président la possibilité d'organiser une consultation des électeurs d'une collectivité située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Comment apprécier cette nouvelle carte constitutionnelle de l'outre-mer français, issue de la révision du 28 mars 2003 ? Sans doute y a-t-il quelques clarifications et opportunités nouvelles, mais les ambiguïtés et les contradictions qui peuvent être relevées rendent souhaitables de nouvelles modifications.
2. Des ambiguïtés à lever, des contradictions à DENOUER. L'examen des nouvelles dispositions constitutionnelles relatives à l'outre-mer amène à s'interroger principalement d'une part, sur le bien fondé de la consécration de la notion de population d'outre-mer, de préférence à celle de peuple d'outre-mer, et d'autre part sur la finalité et le processus d'élaboration des statuts des collectivités mises en place. Un peuple français, peuple d'outre-mer, populations intéressées, population d'outre-mer. Les ambiguïtés et les contradictions résultant du choix des constituants du 28 mars 2003. Pour apprécier le choix effectué par les auteurs de la révision du 28 mars 2003, en affirmant que la République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. Il convient de resituer cette affirmation par rapport à la terminologie utilisée par les textes constitutionnels précédents, ainsi que l'interprétation qui en a été donnée par le Conseil constitutionnel. A. Les énoncés utilisés avant la révision de 2003 et leur interprétation jurisprudentielle. Les anciennes constitutions françaises. Antérieurement à la Constitution de 1946, les textes constitutionnels français successifs n'utilisent pas l'expression de peuple d'outre-mer. Ces textes s'inscrivent dans une double problématique. D'une part, la problématique territoriale qui distingue le territoire de la métropole de celui des colonies. D'autre part, celle de la citoyenneté qui conduit à reconnaître ou pas la qualité de citoyen aux ressortissants des colonies, ou de telle ou telle colonie, avec pour conséquence l'exercice des droits afférents à la qualité de citoyen, notamment celui de pouvoir participer à l'expression de la volonté générale souveraine. L'expression « peuple d'outre-mer » est utilisée dans les textes constitutionnels à partir de 1946. On peut lire dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 les énoncés suivants. Alinéa 14. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit international public. Alinéa 16. La France forme avec les peuples d'outre-mer une union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs sans distinction de race ni de religion. Alinéa 17. L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. Alinéa 18. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires. Écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tout l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. Le titre 8 de cette Constitution est consacré à l'Union française. Il ne se réfère pas à la notion de peuple d'outre-mer. Sa problématique est avant tout territoriale. Toutefois, en son sein, l'article 80 précise « Tous les ressortissants des territoires d'outre-mer ont la qualité de citoyens », au même titre que les nationaux français de la métropole ou des territoires d'outre-mer. Des lois particulières établiront les conditions dans lesquelles ils exercent leurs droits de citoyens. Dans son titre 4 relatif aux traités diplomatiques, la Constitution de 1946 comporte un article 27 dont l'alinéa 2 dispose « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. » Des textes qui précédents, on peut observer d'abord que la Constitution du 27 octobre 1946 innove en consacrant la notion de peuple d'outre-mer. En effet, cette référence au peuple d'outre-mer est absente du projet de Constitution du 19 avril 1946. Ainsi, de façon remarquable, alors que l'article 41 du projet d'avril dispose que la France forme avec les territoires d'outre-mer, d'une part, et avec les États associés, d'autre part, une union librement consentie, l'alinéa 16 de la Constitution du 27 octobre énonce « La France forme avec les peuples d'outre-mer une union fondée sur l'égalité ». Il y a donc une volonté explicite dans cet alinéa de consacrer la reconnaissance par la France de peuples d'outre-mer. L'expression « populations intéressées » apparaît dans l'article 27 à propos de la nécessité de recueillir leur consentement en cas de cession, échange ou adjonction de territoire. On notera également que si l'alinéa 18 affirme nettement une défaveur envers tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire,
Il présente la colonisation française de façon édulcorée comme la prise en charge par la France des peuples d'outre-mer. Enfin, que, s'agissant de la citoyenneté, l'égalité entre tous ressortissants de l'outre-mer comme de la métropole est reconnue, mais des lois particulières établiront les conditions dans lesquelles les ressortissants des territoires d'outre-mer exercent leurs droits de citoyens, article 80. Le texte originel de la Constitution de 1958. La Constitution de 1958, dans son préambule, se réfère à la Déclaration de 1789 et au préambule de 1946. Son préambule énonce par ailleurs, dans son alinéa 2, que, en vertu de ces principes et de celui de libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer, des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. L'article 1er du texte adopté en 1958 indique pour sa part « La République et les peuples des territoires d'outre-mer qui, par un acte de libre détermination, adoptent la présente Constitution, instituent une communauté. La communauté est fondée sur l'égalité et la solidarité des peuples qui la composent. » Le titre XI de la Constitution de 1958 traite des collectivités territoriales. L'expression peuple d'outre-mer n'y est pas utilisée. L'exercice du principe de libre détermination est tout de même prévu au bénéfice des territoires d'outre-mer, qui, s'ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale, prise dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 91, 4 mois, ils deviennent soit départements d'outre-mer de la République, soit, groupés ou non entre eux, États membres de la communauté. La communauté fait l'objet du titre 12. Il n'y est pas question de peuple mais d'États qui jouissent de l'autonomie en s'administrant eux-mêmes et gérant démocratiquement et librement leurs propres affaires. Article 77. Il est institué une seule citoyenneté dans la communauté. Tous sont égaux en droit. Il convient de noter qu'à l'instar de la Constitution de 1946, dont elle reprend ainsi les termes, celle de 1958 dans son titre VI relatif aux traités et accords internationaux comporte dans son article 53 un alinéa 3 ainsi rédigé. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. Il se dégage de la lecture des dispositions originelles de la Constitution de 1958, qu'un accent particulier est mis sur le principe de libre détermination des peuples. C'est en vertu de ce principe que des procédures de choix sont prévues, et qu'est conçue l'organisation de la communauté. À noter aussi l'assomption par la Constitution de 1958 de l'héritage du préambule de la Constitution de 1946, et de l'article 27 de cette Constitution dans l'article 53. Les révisions constitutionnelles antérieures à 2003. La loi constitutionnelle n° 95 à 880 du 4 août 1995, parmi les modifications apportées au texte de 1958, a abrogé d'une part l'article 1er, remplacé par le premier alinéa de l'article 2, et d'autre part les dispositions relatives à la communauté qui se trouvaient au titre 13, compte tenu de la modification de la numérotation du fait de l'introduction en 1993 des apostrophes. Un nouveau titre X, et en conséquence, les références contenues dans ces passages à la notion de peuple, cette notion demeurant toutefois dans les autres passages de la Constitution où elle est mentionnée. La loi constitutionnelle n° 98/610 du 20 juillet 1998 a réintroduit dans la Constitution un titre 13, intitulé « Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie ». Il y est question des populations de la Nouvelle-Calédonie, et non de peuple calédonien, ni même de population calédonienne. Il s'agit de populations résidant dans un lieu, à savoir la Nouvelle-Calédonie et non qualifiées de calédoniennes. Ces populations de la Nouvelle-Calédonie, remplissant certains critères de résidence, sont appelées à se prononcer sur l'accord de Nouméa du 5 mai 1998. Une loi organique précisera également les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté. L'accord de Nouméa, pour sa part, auquel la Constitution se réfère, reconnaît l'existence d'un peuple kanak avec son identité propre,
lié à ses coutumes, à sa culture, son rapport à la terre. Son préambule, point 3, énonce que la colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak, qu'elle a privé de son identité. Des hommes et des femmes ont perdu dans cette confrontation leur vie ou leur raison de vivre. De grandes souffrances en sont résultées. Il convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté, préalable à la fondation d'une nouvelle souveraineté, partagée dans un destin commun. L'accord utilise toutefois les termes d'habitants et de populations intéressées, lorsqu'il s'agit d'exprimer une volonté politique relative à l'avenir du territoire. Il y est dit, en effet, au terme d'une période de 20 années, le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l'accès à un statut international de pleine responsabilité et l'organisation de la citoyenneté en nationalité seront proposés au vote des populations intéressées. Leur approbation équivaudrait à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. Il consacre donc l'existence d'une citoyenneté et non d'une nationalité de la Nouvelle-Calédonie, et précise. Celle-ci traduit la communauté de destin choisie et s'organiserait, après la fin de la période d'application de l'accord, en nationalité, s'il en était décidé ainsi. Pour cette période, la notion de citoyenneté fonde les restrictions apportées au corps électoral pour les élections aux institutions du pays et pour la consultation finale. Elle sera aussi une référence pour la mise au point des dispositions qui seront définies pour préserver l'emploi local. La jurisprudence du Conseil constitutionnel. Dans sa décision numéro 75A59 DC, du 30 décembre 1975 relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores, le Conseil constitutionnel a donné les interprétations suivantes de l'article 53, dernier alinéa, et de son application au cas de Mayotte. Considérant que les dispositions de cet article doivent être interprétées comme étant applicables, non seulement dans l'hypothèse où la France céderait à un État étranger, ou bien acquérait de celui-ci un territoire, mais aussi dans l'hypothèse où un territoire cesserait d'appartenir à la République pour constituer un État indépendant ou y être rattaché. Considérant que l'île de Mayotte est un territoire au sens de l'article 53, dernier alinéa, de la Constitution, ce terme n'ayant pas dans cet article la même signification juridique que dans l'expression territoire d'outre-mer telle qu'elle est employée dans la Constitution. Considérant en conséquence que cette île ne saurait sortir de la République française sans le consentement de sa propre population, que dès lors, les articles 1er et 2 de la loi déférée au Conseil constitutionnel font une exacte application de l'article 53, dernier alinéa de la Constitution. La décision numéro 87A226, du 2 juin 1987 relative à la loi organisant la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendance, donne au Conseil l'occasion d'apporter une précision importante sur la signification de l'article 53, dernier alinéa. Il considère en effet que ces dispositions font application aux traités et accords internationaux relevant du titre VI de la Constitution, des principes de libre détermination des peuples et de libre manifestation de leur volonté, spécifiquement prévus pour les territoires d'outre-mer par l'alinéa 2 du préambule. L'article 53 alinéa 3 s'inscrit donc, selon le Conseil, dans la logique de la libre détermination des peuples. Il ajoute que la mise en œuvre de ces principes doit permettre, dans le cadre de la Constitution, aux populations consultées par les autorités compétentes de la République de manifester leur volonté. La décision numéro 91A290 DC, du 9 mai 1991 relative au statut de la Corse, est bien connue pour avoir affirmé clairement le principe de l'unicité du peuple français dans les termes suivants. Considérant que la France est, ainsi que le proclame l'article 2 de la Constitution de 1958, une république indivisible, laïque, démocratique et sociale qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens quelle que soit leur origine, que dès lors la mention faite par le législateur du peuple corse, composante du peuple français, est contraire à la Constitution, laquelle ne connaît que le peuple français composé de tous les citoyens français sans distinction des apostrophes, origine, de race ou de religion. Cette même décision affirme aussi dans le considérant précédent que
La Constitution de 1958 distingue le peuple français des peuples d'outre-mer auxquels est reconnu le droit à la libre détermination. Le principe constitutionnel d'unicité du peuple français est affirmé à nouveau à l'occasion de la décision du Conseil sur la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, numéro 99 à 412 DC, du 15 juin 1999. Dans la décision numéro 2000 à 428 DC, du 4 mai 2000 relative à la loi organisant une consultation de la population de Mayotte, le Conseil confirme et précise sa jurisprudence précédente en disant : considérant qu'au terme du deuxième alinéa du préambule de la Constitution de 1958, en vertu de ses principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique, que, pour la mise en œuvre de ces dispositions, les autorités compétentes de la République sont, dans le cadre de la Constitution, habilitées à consulter les populations d'outre-mer intéressées, non seulement sur leur volonté de se maintenir au sein de la République française ou d'accéder à l'indépendance, mais également sur l'évolution statutaire de leur collectivité territoriale à l'intérieur de la République, que toutefois, dans cette dernière éventualité, lesdites autorités ne sauraient être liées, en vertu de l'article 72 de la Constitution, par le résultat de cette consultation. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la consultation organisée par la loi déférée, en vue de recueillir l'avis de la population de Mayotte sur l'accord précité du 27 janvier 2000, trouve un fondement dans le deuxième alinéa du préambule de la Constitution de 1958. Enfin, dans sa décision numéro 2000 à 435, du 7 décembre 2000 relative à la loi d'orientation pour l'outre-mer, le Conseil réaffirme que, pour la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du préambule de la Constitution de 1958, les autorités compétentes de la République sont, dans le cadre de la Constitution, habilitées à consulter les populations d'outre-mer intéressées notamment sur l'évolution statutaire de leur collectivité à l'intérieur de la République. Selon cette jurisprudence, la consultation des populations intéressées, y compris des départements d'outre-mer, trouve son fondement dans les principes énoncés dans le deuxième alinéa du préambule, c'est-à-dire dans celui de libre détermination des peuples. Le peuple est l'entité détentrice du droit de libre détermination et l'exercice de ce droit, sous forme d'un vote, se fait par les populations intéressées. B. La révision du 28 mars 2003, l'adoption d'un amendement controversé. Le texte de l'alinéa 1er de l'article 72A3 de la Constitution révisée ne figurait pas dans le projet initial présenté par le gouvernement. C'est au cours de la deuxième séance du mercredi 27 novembre 2002 qu'a été présenté et discuté un amendement émanant d'un député de La Réunion et de plusieurs de ses collègues, tendant à inscrire dans la Constitution que la République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer. Le but de cet amendement était de contrecarrer la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui, dans sa décision du 9 mai 1991 relative au statut de la collectivité territoriale de Corse, considérait que la Constitution de 1958 distingue le peuple français des peuples d'outre-mer auxquels est reconnu le droit de libre détermination. Selon les auteurs, cette distinction constitue un danger pour l'unité de la République. Les habitants de La Réunion, par exemple, font tout autant partie du peuple français que ceux de la Corse, de la Corrèze ou de la Loire. Ainsi, estime le porte-parole de la proposition, il est temps de mettre fin à cette discrimination constitutionnelle entre citoyens français. Il ajoute que l'adoption de cet amendement marquera la fin d'une époque liée à la colonisation et notre ancrage dans la République. L'amendement a été soutenu par le président et rapporteur de la commission des lois, qui l'a qualifié de très bel amendement, car il n'est pas superflu de mentionner la reconnaissance par la République de l'identité propre des populations d'outre-mer, au sein du peuple français qui doit dans le même temps conserver sa pleine unicité. La ministre de l'Outre-mer a émis un avis très favorable à cet amendement, considéré comme sans doute historique. En revanche, de vives critiques et protestations ont été émises par des membres de l'opposition issus de l'Outre-mer,
non seulement sur la façon dont l'amendement a été amené en séance, mais surtout sur le fond. Il est reproché à l'amendement de vouloir donner des gages à la Réunion, parce que la Réunion a peur. L'amendement est qualifié de coupable et liberticide, et de dissoudre la notion de peuple guadeloupéen, martiniquais, guyanais, réunionnais. La meilleure preuve, estime l'intervenant, de notre appartenance à la nation française, c'est l'affection, le vouloir vivre ensemble, le plébiscite de 350 ans d'histoire qu'on est en train de supprimer pour donner des gages à des réactionnaires. Il est dit aussi pour expliquer le refus de cet amendement que nous n'avons pas le droit, face à l'histoire, face à nos enfants, de laisser inscrire les populations d'outre-mer, alors que nous savons que sur nos territoires, il y a des peuples qui ont construit leur histoire, qui ont forgé leur légitimité et se sont inscrits dans l'humanité et qui vivent le pacte républicain sans que celui-ci soit jamais formulé et soumis à leur consentement. Dans sa réponse aux objections, on peut noter que la ministre de l'Outre-mer, faisant allusion aux déclarations du président de la République au Caire, a voulu préciser que le fondement de cette déclaration est le deuxième alinéa du préambule, qui reste en vigueur, et qui fait référence au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et l'article 53 de la Constitution est toujours là pour répondre aux préoccupations qu'il a exprimées. C. La nécessité d'une formulation conforme au droit international public et à l'histoire. En dépit d'un vocabulaire constitutionnel varié, il nous semble possible de déduire des textes et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel d'avant la révision de 2003, les conclusions suivantes. Il existe un peuple français. Le peuple français est composé de tous ceux qui sont reconnus comme citoyens français. Il n'y a pas de peuple composante du peuple français, mais des citoyens français qui composent le peuple français. Les ressortissants de l'outre-mer, dans la mesure où ils sont citoyens français, font partie du peuple français, et bénéficient des mêmes droits que tous les citoyens français. Il n'y a donc pas de discrimination entre citoyens français. Ces ressortissants font également partie de peuples d'outre-mer. Ces peuples d'outre-mer sont constitués des populations des territoires qui ont connu la colonisation. La notion de peuple ne renvoie pas à une identité ethnique, mais à un sujet de droit, né de l'histoire, titulaire du droit de libre détermination. Ces territoires constituent depuis 1946 des collectivités territoriales de la République française. Les peuples d'outre-mer ont le droit de libre détermination. L'expression des choix de libre détermination se fait par les populations d'outre-mer intéressées. Les populations intéressées sont donc le groupe humain concret qui sera chargé d'exprimer par le vote un choix statutaire. Ces populations peuvent être consultées sur la base du deuxième alinéa du préambule, non seulement sur leur volonté de se maintenir au sein de la République française ou d'accéder à l'indépendance, mais également sur l'évolution statutaire de leur collectivité territoriale à l'intérieur de la République. Lorsqu'il s'agit de sortir de la République, en vertu de l'article 53, dernier alinéa, il faut qu'il y ait consentement des populations intéressées. Les populations des territoires ayant connu la colonisation sont donc à la fois membres du peuple français, parce que citoyens français, et membres de peuples d'outre-mer et disposent à ce titre d'une prérogative spécifique qui est de participer au choix de libre détermination concernant le statut de leur territoire. La colonisation a fait émerger des sujets juridiques spécifiques, dénommés peuples d'outre-mer par le droit français, peuples coloniaux par le droit des Nations Unies. Et conformément à ce droit des Nations Unies, ces sujets bénéficient du principe de libre détermination affirmé par la Charte et intégré par le préambule de 1946, puis celui de 1958 dans le droit constitutionnel français. Cette libre détermination consiste à choisir entre l'indépendance, l'association à un État existant ou l'intégration à un État existant, comme l'indiquent les résolutions 1541, 15, du 15 décembre 1960 et 2625-25, du 24 octobre 1970 de l'Assemblée générale des Nations unies. Le choix de l'intégration ne signifie pas la dissolution par le peuple colonial concerné de son moi, en tant que peuple. Compte tenu de ces analyses, le texte de l'alinéa 1er de l'article 72A3 apparaît éminemment regrettable. Ces auteurs ont considéré à tort qu'il était contradictoire, voire dangereux d'affirmer l'existence du peuple français et de peuples d'outre-mer, alors qu'il ne s'agit que d'une distinction et non d'une opposition,
permettant de fonder l'exercice d'un droit spécifique aux populations des territoires ex-coloniaux. Le choix des auteurs du texte de ne vouloir reconnaître que des populations d'outre-mer, rejetant ainsi explicitement la reconnaissance de peuples d'outre-mer, a pour conséquence de nier l'existence de sujets de droit spécifiques, nés de l'histoire coloniale, que sont les peuples d'outre-mer. De plus, le résultat recherché par les auteurs du texte n'est pas atteint puisqu'ils n'ont pas obtenu, comme ils le souhaitaient, la suppression du deuxième alinéa du préambule. Celui-ci continue donc à avoir ses effets juridiques. L'alinéa 1er de l'article 72A3 a été mal inspiré, car il contredit dans son intention l'histoire et le droit international public relatif aux peuples coloniaux. Il n'a pas les effets escomptés vu la permanence des autres dispositions constitutionnelles. Ces remarques critiques appellent à une reformulation du texte plus en conformité avec l'histoire et le droit international public. Des reformulations apparaissent également souhaitables, s'agissant des dispositions institutionnelles. 2. Des statuts sur mesure, répondant aux défis du développement durable et conformes aux vœux des électeurs concernés. À Madiana, en Martinique, le 11 mars 2001, le président de la République M. Jacques Chirac déclarait : les statuts uniformes ont vécu, et chaque collectivité d'outre-mer doit pouvoir désormais, si elle le souhaite, évoluer vers un statut différencié, en quelque sorte un statut sur mesure. Cette affirmation du président de la République est venue confirmer solennellement l'orientation qui avait été prise précédemment par le gouvernement de M. Lionel Jospin dans la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 qui reconnaissait, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion la possibilité de disposer dans l'avenir d'une organisation institutionnelle qui leur soit propre, et qui posait le principe de la consultation des populations sur les évolutions qui seraient envisagées. Les deux principes fondamentaux de différenciation sur mesure et de consultation des populations appellent un certain nombre de réflexions quant à la façon dont ils ont été mis en œuvre dans le texte de la révision du 28 mars 2003. En effet, la première question qui se pose est celle de savoir ce qui sert de mesure, autrement dit quelle est la finalité de la différenciation. Elle ne saurait être, selon nous, que celle de favoriser le développement durable. La seconde question qui se pose est de savoir sur quoi doit porter la consultation, et quelle doit être la portée de la réponse. Le texte de la Constitution révisé le 28 mars 2003 n'apporte pas selon nous des réponses pleinement satisfaisantes à ces deux questions. A. La nécessité d'une prise en compte de la finalité du développement durable. La loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, LOM, s'inscrit d'emblée et explicitement dans la perspective du développement durable. En effet, son article 1er est ainsi rédigé. Le développement économique, l'aménagement du territoire et l'emploi dans les départements d'outre-mer constituent, en raison de leur situation économique et sociale structurelle reconnue notamment par l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, des priorités pour la nation. Ces priorités sont mises en œuvre par la présente loi, qui vise également à promouvoir le développement durable de ces départements, à valoriser leurs atouts régionaux, à compenser leur retard d'équipement, à assurer l'égalité sociale et l'accès de tous à l'éducation, la formation et la culture ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles impliquent l'accroissement des responsabilités locales, ainsi que le renforcement de la décentralisation et de la coopération régionale. On peut noter que cet article se réfère à l'article 299.2 du traité instituant la Communauté européenne, qui sert de base juridique à l'adoption par le Conseil des mesures spécifiques visant en particulier à fixer les conditions de l'application du traité aux régions ultrapériphériques afin de pallier les facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement. C'est après avoir posé le préalable de leur développement durable qu'est envisagée, par la LOM, l'opportunité de mettre en place une organisation institutionnelle propre à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion. Le nouvel article 73 de la Constitution s'inspire en partie de cette orientation. Il reprend d'ailleurs mot pour mot un passage de l'article 299.2 du traité CE lorsqu'il se réfère aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités, pour justifier les adaptations.
Il eût été souhaitable de franchir le pas et d'indiquer explicitement le lien entre les adaptations, mais aussi les dérogations, avec la promotion du développement durable de l'outre-mer. Cette inscription de l'objectif du développement durable dans les dispositions relatives à l'outre-mer se trouve facilitée par l'intégration dans la Constitution de la Charte de l'environnement. On objectera que cet objectif vaut pour toutes les régions françaises. Certes, la particularité de l'outre-mer français n'est pas dans la promotion du développement durable, mais bien dans la problématique spécifique que connaît le développement durable dans ces territoires. Quelle est cette problématique spécifique ? Elle a été explicitée pour les régions ultrapériphériques de l'Union européenne. Il s'agit de contraintes permanentes qui, cumulées, nuisent gravement à leur développement, à savoir l'éloignement, l'insularité, le relief et le climat difficile ainsi que la dépendance par rapport à un petit nombre de produits. La Constitution espagnole de 1978 prend en compte explicitement l'insularité comme facteur de différenciation. Son article 138.1 dispose: l'État garantit l'application effective du principe de solidarité consacré à l'article 2 de la Constitution, en veillant à l'établissement d'un équilibre économique approprié et juste entre les différentes parties du territoire espagnol, compte tenu tout particulièrement des circonstances propres à l'insularité. La Constitution portugaise de 1976 et les modifications qui lui ont été apportées vont plus loin à plusieurs égards. L'article 225 fonde le régime politique et administratif propre des archipels des Açores et de Madère sur les caractéristiques géographiques, économiques, sociales et culturelles de ces régions et sur les immémoriales aspirations à l'autonomie des populations insulaires. Intégrant explicitement la problématique communautaire des régions ultrapériphériques, l'article 9 de la Constitution portugaise énonce parmi les tâches fondamentales de l'État la nécessité d'encourager le développement harmonieux de tout le territoire national, en tenant compte notamment du caractère ultra-périphérique des archipels des Açores et de Madère. Le concept d'ultrapériphéricité se trouve donc constitutionnalisé. La problématique spécifique de l'exiguïté insulaire, en rapport avec le développement durable, a été aussi en grande partie analysée à l'occasion des conférences sur les petits États en développement insulaire, SIDS. Le programme d'action de Barbade en 1994, relayé par la stratégie de Maurice en 2005, indique des lignes d'action qui présentent un intérêt évident pour l'outre-mer français constitué, à quelques exceptions près, de petits territoires insulaires confrontés aux mêmes problèmes de développement. Cette problématique spécifique réside également dans les séquelles d'une histoire singulière, celle de la colonisation et de l'esclavage. La constitutionnalisation de l'objectif du développement durable peut donc permettre aussi de rompre clairement avec le passé colonial caractérisé par l'exploitation des terres conquises, et non leur développement. B. La nécessité d'une amélioration des modalités de choix statutaires. On ne peut qu'approuver la volonté du Constituant de 2003 de donner un poids décisif aux électeurs des collectivités intéressées, pour certains changements de catégorie statutaire ou de statut à l'intérieur d'une même catégorie. Toutefois, certaines modalités de mise en œuvre de ces processus de consultation, qu'il faut bien reconnaître comme des formes d'autodétermination internes, alors que s'affiche dans l'article 72A3 alinéa 1er, la volonté de transformer les peuples d'outre-mer en populations d'outre-mer sont très discutables. Ils le sont s'agissant de l'initiative du projet sur lequel les électeurs sont consultés, du contenu de la consultation et des conséquences de la réponse donnée par les électeurs à la question posée. Pour ce qui concerne l'initiative des évolutions statutaires, aucune place n'est faite par le texte de l'article 72A4 à l'initiative locale. Celle-ci est réservée au gouvernement, ou à une proposition conjointe des deux assemblées. Rien ne les oblige à respecter le processus tel qu'il avait été conçu par la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, consistant à partir de l'initiative locale formulée dans le cadre d'un congrès des élus départementaux et régionaux. Cette procédure qui n'a qu'un fondement légal, peut être remise en cause à tout moment. Dans le cas des régions autonomes des Açores et de Madère, la Constitution portugaise organise par son article 226, relatif à leur statut et lois électorales, la procédure suivante. 1.
Les projets de statut politique et administratif et les lois relatives à l'élection des députés aux assemblées législatives des régions autonomes sont élaborés par celles-ci et adressés pour discussion et approbation à l'Assemblée de la République. 2. Si l'Assemblée de la République rejette le projet ou y introduit des modifications, elle le remet à l'Assemblée législative concernée pour qu'elle l'examine et émette un avis. 3. Une fois l'avis émis, l'Assemblée de la République procède à la discussion et à la délibération finale. 4. Le régime prévu au paragraphe précédent s'applique aux modifications des statuts politiques et administratifs et aux lois relatives à l'élection des députés aux assemblées législatives des régions autonomes. Une large place est donc faite ici à l'initiative locale. On observe toutefois que dans cette procédure de l'article 226, il n'est pas prévu de consultation populaire. La reconnaissance explicite par le texte constitutionnel français de la possibilité de propositions émanant de l'échelon local apparaît souhaitable et irait de toute évidence dans le sens d'une gouvernance plus démocratique. S'agissant du contenu de la consultation, autrement dit de la question posée, il s'est avéré, du fait de l'interprétation du Conseil d'État, que vu la rédaction actuelle de la Constitution, la consultation des électeurs concernés ne pouvait porter que sur le principe d'un changement de catégorie, 73 vers 74 et vice-versa, ou de changement d'organisation institutionnelle à l'intérieur du même régime législatif, substitution d'une nouvelle collectivité à un département et à une région d', outre-mer ou mise en place d'une assemblée commune à ces deux collectivités. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.